Place au parti pris. Pascal Rout, vous restez autour de la table. Abdou Chalmani nous rejoint pour le parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Rout. C'est passé complètement inaperçu, mais il va se dérouler dans quelques jours devant un tribunal. Dans quelques temps. Dans quelques semaines, dans quelques mois. Un événement assez particulier. Vous nous dites... Brigitte Macron, le courage. De quoi parlez-vous ? Oui, vous savez, sur cette antenne, on parle de choses sérieuses, vérifiées, importantes. Et pourtant, ce soir, je suis un peu désolée, mais je veux confier mon indignation sur une affaire de complotisme, sur des élucubrations auxquelles j'ai jamais eu envie de donner foi ou j'ai jamais même écouté. Mais en fait, depuis fin juillet, le couple Macron a lui-même porté cette affaire devant la justice, dans le Delaware, aux États-Unis, et porté plainte pour diffamation contre l'influenceuse trumpiste Candace Owens. Celle-ci est accusée d'avoir largement relayé et exploité une infox, c'est-à-dire une fausse information, une fake news, selon laquelle Brigitte Macron serait née homme. Alors j'imagine combien ça a dû être douloureux, compliqué de prendre une telle décision, c'est-à-dire de rendre public quelque chose qui est aussi infâme. Mais ça a été, j'imagine, le raisonnement de penser que c'était la seule manière de mettre un coup d'arrêt à ce qui est devenu une calomnie particulièrement rémunératrice. Parce que cette blogueuse d'extrême droite, elle s'est emparée de cette infox depuis mars 2024 et elle a réalisé une série de vidéos qui s'appelait Becoming Brigitte et qui a été diffusée sur ses réseaux sociaux à des millions de personnes. Et donc elle en a tiré des revenus. Et c'est le principal argument de l'accusation. Cette infox, elle est relayée, je le précise en France, par une mouvance complotiste, covidosceptique, d'extrême droite, qui en fait ses choux gras. Alors évidemment, je veux dire à quel point je suis choquée. Choquée d'abord par l'infox elle-même, choquée ensuite par son instrumentalisation, et choquée aussi dans le fond que une femme, comme n'importe quelle autre femme, soit obligée de rendre public des éléments de sa vie très personnelle pour mettre fin à une calomnie. C'est cela qui est un peu terrible. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? C'est parce que depuis hier, on en sait un peu plus sur la stratégie de défense du couple Macron, parce que leur avocat américain s'est confié sur un podcast de la BBC, et il s'appelle Tom Clare, et il a dit « Nous sommes prêts à démontrer pleinement que ce que Candace Owens dit à propos de Brigitte Macron est faux. Des témoignages d'experts seront présentés et seront de nature scientifique. » C'est ça qui est très choquant, c'est qu'on est obligé d'en arriver là. Et écoutez, des photographies de Brigitte enceinte élevant ses enfants seront montrées. Bon. C'est une procédure quand même extrêmement pénible, extrêmement difficile. L'avocat le reconnaît, il dit qu'elle est bouleversante, mais il dit qu'elle est prête à 100% à assumer ce fardeau si ce désagrément et ce malaise qu'elle ressent sont ce qu'il faut pour rétablir la vérité et arrêter cela. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce soir, je viens vous dire, oui, j'ai dit Brigitte Macron le courage parce que je trouve ça terrible d'être obligé d'en arriver là. Et cet avocat, c'est un peu à l'américaine, qui parle, qui raconte et qui, d'une certaine façon, envoie des avertissements à la partie adverse pour l'intimider, parce que c'est comme ça que ça se passe d'abord aux États-Unis, et qui, quand même, rend public, du coup, aussi sa méthode et sa prochaine argumentation de défense. Toute la question, c'est l'attitude vis-à-vis du complotisme. Oui. Ignorer une information au départ, parce que c'est du grand n'importe quoi, ça va de soi. C'est ça. Et à partir de quel moment on dit stop ? À partir de quel moment on dit ça suffit ? C'est tout le sujet. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il faut sans doute un certain courage pour se résoudre d'une certaine manière à aller prouver avec ces moyens-là sa vérité. Il faut un courage déjà pour supporter ce genre de calomnie, c'est quand même assez insupportable. Moi, là où je suis doute quand même, c'est ça vient, comme l'a très justement dit Ruth, des milieux complotistes qui de toute façon ont déjà les arguments pour contrer les preuves scientifiques, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des gens qui croient tellement profondément à l'existence d'un état profond, d'un monde parallèle qui dirige le monde et que tout le reste n'est qu'une vitrine et tout ce que nous voyons. Vous savez, c'est l'effet Matrix. Je pense que faudrait quand même que tout le monde revoie ce film. À partir de ce film-là, les gens ont commencé à ne plus croire la réalité et à se choisir leur réalité. Donc le fait d'en faire un procès public, c'est-à-dire d'aller jusque-là, moi je suis toujours doute par rapport à ce genre de, pardon, je vais dire le nom, de saloperie.
je me demande si la meilleure solution, ce n'est jamais que de les balayer par la dérision. Par le rire, genre, bah oui, bien entendu, parce que même en montrant des photos, ils vont dire, ah oui, mais les photos, surtout aujourd'hui, les photos, ah bah, c'est des photos par intelligence artificielle, mais ça pourrait être sa sœur. Enfin, ces gens-là sont entraînés quotidiennement pour remettre en cause tout ce qu'on leur propose. C'est une disposition d'esprit. C'est une disposition d'esprit, et c'est très difficile. C'est comme la radicalisation. De déradicaliser, c'est très difficile de décomplotiser. Bien sûr. Donc c'est ça où je trouve que c'est toujours difficile à manier quand vous allez jusqu'au procès, parce qu'alors là, ça va encore donner des billes à Candace Owen et à d'autres en disant haha. Mais c'est vrai que c'est que ça les a touchés. Si ça les a touchés, c'est que c'est vrai. Ah, c'est une autre manière de penser. Il faut se mettre dans leur tête. Je pense que l'ignorance a été la stratégie pendant longtemps. Exactement. Et à mesure que le complot se développe, que ces infox, comme vous dites en bon français, bravo, se développe, à un moment donné, peut-être qu'on se dit, il faut se manifester, Pascal. Pascal. Ça changerait quelque chose. Non, je pense que oui, vous avez raison l'une et l'autre, c'est-à-dire que les adversaires vont dénoncer la partialité du juge. C'est-à-dire quand on n'est pas d'accord avec les résultats d'une élection. Élection, mais quand on n'est pas d'accord avec les résultats d'une expertise, on remet en cause les experts. C'est probablement ce qui se passe. Parfois, c'est quand même ahurissant que cette histoire soit obligée de passer une espèce d'examen, parce que c'est ça quand même. Oui, ça fait penser au test de virginité. Je veux dire, c'est aussi scandaleux que ça. C'est vrai que d'arriver à ça, elle ne mérite absolument pas ça, Brigitte Macron, de se soumettre à ce genre de test. C'est dégueulasse. Pascal, vous gardez la parole. Votre parti pris économique, on a beaucoup eu en tête l'idée que tôt ou tard la Chine allait rattraper les États-Unis et devenir la première puissance économique mondiale. Eh bien là, vous nous dites, la Chine connaît un grand ralentissement. Ça n'est réellement pas pour demain. Je vais même aller plus loin. Je vais vous dire, la Chine, canard boiteux économique, chef de file d'un groupement de canards boiteux économiques dans lequel on trouve la Russie, la Corée, l'Iran, alors la Corée du Nord évidemment. Je fais référence à l'organisation de coopération de Shanghai qui s'est réunie il y a quelques jours maintenant dans une ville à Xinjiang qui est très symbolique d'ailleurs parce que c'est une ville qui a marqué dans l'histoire du 19e siècle l'humiliation de la Chine par les puissances occupantes. Et donc il y avait la volonté de montrer de la puissance. Alors la Chine, elle évoque très régulièrement l'affaiblissement de l'Occident. Moi je pense qu'elle devrait plutôt regarder ses propres turpitudes et prendre les mesures qui conviennent. La première panne décisive, qu'est-ce que c'est ? C'est tout bête, c'est la démographie. C'est la démographie du pays et c'est le vieillissement de sa population. La Chine perd 10 millions d'actifs chaque année. Alors, on est à l'échelle d'un grand pays. C'est 1,2 milliard d'habitants, à peu de choses près. Un peu plus. 1 milliard d'actifs, grosso modo. Oui, alors elle perd quand même 10 millions d'actifs par an. Ça représente, c'est assez significatif. Sa population est vieillissante. Et aujourd'hui, donc, le taux de natalité est insuffisant pour assurer le renouvellement de la population. La Chine a pendant très longtemps bénéficié d'une situation particulière qui était celle d'une main-d'œuvre extrêmement abondante. Et puis, il y a eu la politique de l'enfant unique. Au fond, la révolution maoïste, elle a été construite aussi sur des bras. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à ce moment-là, à cette période de l'histoire récente de la Chine. Et puis, il y a la politique de l'enfant unique qui est corrigée une première fois en 1980, à laquelle on apporte des correctifs également, c'est-à-dire des exceptions dans les années 2010, mais ça ne suffit pas. La Chine, aujourd'hui, a un volant d'actifs qui menace d'être insuffisant. Deuxième élément, la croissance. Un pays qui vieilli est un pays qui est confronté à des coûts sociaux additionnels. Imaginez-vous que le taux d'épargne en Chine est de 40% du revenu disponible. Chez nous, c'est 19%. Et on considère que c'est surabondant. C'est donc 2 fois notre taux d'épargne et c'est, comparé aux États-Unis, 10 fois plus. Donc vous avez aujourd'hui des ménages chinois qui mettent de l'argent de côté. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de système de sécurité sociale, il y a surtout un système de sécurité sociale faible, j'allais dire indigent, mais un système de retraite quasi inexistant.
Donc les ménages préparent leur vieux jour. C'est 40% du revenu disponible, c'est 40% qui ne sont pas consommés. Et autant la Chine compte sur ses exportations, autant aussi elle avait placé un certain nombre d'espoirs dans la dynamique de son propre marché intérieur. Quand vous avez des ménages qui épargnent 40% de leur revenu, évidemment, ils ne le consomment pas. Et cette tendance, elle est confirmée au 20e congrès du Parti communiste. Xi Jinping, qui est un maoïste un peu obtus quand même, un peu pur et dur, si vous voulez, qui en revient à des règles anciennes, confirme l'option. L'option, c'est le renforcement de la position exportatrice du pays. Mauvaise pioche, puisque la Chine est confrontée aujourd'hui à un bras de fer avec les États-Unis, qui ont fermé une partie de leurs frontières, en tout cas élevé des droits de douane qui ralentissent le commerce chinois, et la Chine s'inscrit, je parle de nous aussi, les Européens, dans un monde qui devient de plus en plus protectionniste. Tout ça pour vous dire que la Chine ne rattrapera certainement pas les États-Unis. C'est d'ailleurs la thèse de notre confrère François Langlais, dans un ouvrage qui est à paraître prochainement, qui s'appelle et qui répond à la question « Qui sera maître du monde ?» François nous explique que la Chine a aussi un certain nombre de faiblesses. Alors on a affaire à des dirigeants qui aujourd'hui utilisent l'économie de marché mais ne comprennent pas l'ensemble des éléments de la macroéconomie. Je me rappelle de cette formule de Deng Xiaoping. Vous savez, c'est lui qui a ouvert la Chine à l'économie de marché, c'est lui qui l'a ouvert d'ailleurs de façon générale. Il disait ce que les dirigeants chinois d'aujourd'hui ne comprennent pas. Il est honorable de s'enrichir, mais nous ne pouvons pas tous le faire en même temps. À méditer. C'est vrai que les derniers indicateurs, en tout cas, parce que c'est de ça qu'on parle, les derniers indicateurs de croissance, de prix de l'immobilier sont très mauvais. Les mauvais esprits disent qu'il y a une formule. On disait autrefois que la Chine était l'atelier du monde. Et il y en a qui disent maintenant c'est l'EHPAD du monde. Oui. À cause c'est l'EHPAD du monde et c'est au vieillissement de la population. Une dette, j'ai pas eu le temps de tout évoquer, mais les banques chinoises sont dans une situation de dette, bien sûr, qui est liée à la crise de l'immobilier notamment. Mais c'est assez amusant de voir dans un pays qui se dit communiste, où il n'y a aucun système social, de protection sociale, de retraite, continuer encore aujourd'hui à être pris en exemple par nos partis d'extrême gauche. Ça m'amuse toujours follement, ça. Faites allusion à la une du Point sur les relations entre Jean-Luc Mélenchon et la Chine. Votre parti pris international Abnous, alors, qui serait-il en France, celui dont vous allez nous parler? Un mélange peut-être de Laurent Ruquier, de Yann Barthès, c'est indéfinissable. Un humoriste, polémiste, très célèbre aux États-Unis, marqué démocrate, et qui a été viré par la chaîne ABC. C'était devenu l'ennemi public numéro 1 de la sphère MAGA. Alors, les late shows, on connaît pas ça en France. C'est un peu le maître de cérémonie est un humoriste qui jongle avec l'actualité avec humour et ensuite reçoit toutes sortes d'invités. Chaque fois, c'est des interviews détonnants. C'est vraiment... Et chaque late show a un peu sa patte, sa griffe. Et vous dites qu'il est démocrate. Jimmy Kimmel, jusqu'en 2017, en gros jusqu'à l'arrivée de Trump, était quelqu'un justement de tout à fait apolitique, ce qui le rendait très sympathique parce qu'il tapait partout, donc c'était toujours très amusant. Moi, c'est pas mon préféré, mais je l'aimais beaucoup. Et à partir de 2017, il a effectivement basculé ouvertement anti-Trump, davantage que démocrate, mais bon, c'était inévitable. Donc oui, hier, la chaîne américaine ABC, qui appartient à Disney, c'est la maison mère, a annoncé sa suspension indéterminée, donc on va le faire simple, là, il est licencié, de l'émission Jimmy Kimmel Live, après les commentaires qu'il a fait sur l'assassinat de Charlie Kirk. Alors, nous n'avons pas le son, donc voilà ce qu'on lui reproche, voilà ce qu'il a dit. Nous avons atteint de nouveaux sommets ce week-end avec la clique MAGA qui s'efforce désespérément de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un d'autre qu'un des leurs et qui fait tout son possible pour en tirer un avantage politique. Et 2 jours plus tôt, oui voilà, il avait beaucoup ri en disant que le président Trump avait réagi à la mort de Charlie Kirk comme un enfant de 4 ans pleure un poisson rouge. Bon, moi je trouvais ça très drôle, mais enfin... Et on s'en fout que ce soit vrai, faux, approximatif, etc. Méchant, gentil, poli ou pas, ce n'est pas la question. C'est de la censure, point barre. Et là où je commence vraiment, alors déjà le licenciement est un scandale, mais alors là, il a commencé à voir rouge. C'est pourquoi il a été viré. Voilà le commentaire de monsieur Andrew Alford, président de Nexstar Media Group, qui exploite donc les 23 stations affiliées à ABC Disney. Les commentaires de monsieur Kimmel sur la mort de monsieur Kirk sont offensants et insensibles à un moment critique du discours politique aux États-Unis. Et là, soudain, qu'est-ce que j'entends, moi, quand j'entends offensant et insensible?
j'entends le royaume du Wokistan qui revient me murmurer à l'oreille. Et ce qui me choquait hier, venant de la gauche progressiste censureuse, c'est la même chose qui me choque aujourd'hui avec les anti-woke républicains censureurs. Il y a absolument aucune distinction, qu'elle se fasse la censure au nom du bien ou du mal, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour la démocratie, pour la liberté et pour le progrès. Alors c'est intéressant parce que plusieurs choses. ABC a remplacé l'émission de Kimmel parce que ça a été arrêté d'un coup par des programmes alternatifs et de la télé-réalité. Donc est-ce que ça serait la fin du divertissement politique satirique? D'autant plus qu'en juillet 2025, c'est Stephen Colbert, autre star des Late Show, qui a pris l'annulation de son Late Show sur CBS, cette fois à partir de 2026, et que Donald Trump en a profité suite au licenciement de Kimmel pour dire les deux autres qu'il attendait de voir disparaître des écrans, le camp Jimmy Fallon, mon préféré devant l'éternel, et Seth Meyers, qualifié de gros loser par Trump, qui ajoute leur audience sont nulles, AJC et NBC. Donc il a déterminé ses cibles, reste à voir, est-ce que les autres vont tenir. Et ce qui me brise, c'est que la fin du Late Show, tout de suite, moi j'ai pensé, parce que moi j'ai rarement la mémoire qui flanche, j'ai tout de suite pensé à 2019 et la fin du dessin satirique dans le New York Times, suite à un dessin considéré sur Netanyahou, considéré comme antisémite. Que moi, qui ai le poil qui se hérisse quand face à l'antisémitisme, je n'avais pas trouvé antisémite, et que j'avais surtout trouvé que c'était une excuse, qu'on était vraiment dans cette période où tout humour, parce que tout humour est offensant, sinon c'est pas drôle, en fait, on va le faire simple, était devenu impossible. Et j'ai une espèce de nostalgie, parce que figurez-vous qu'en 1900, aux États-Unis, il y avait 2000 dessinateurs satiriques, et qu'aujourd'hui, il y en a moins de 20. 1900. Il y a peut-être moins de journaux, non. Aujourd'hui. Ce qui est important, non, mais ce qui est grave, c'est que c'est une entreprise privée qui prend une décision politique. Oui, mais sous la pression de la présidence américaine. C'est là qu'il y a une question. C'est évident que Trump n'aime pas ces humoristes, c'est évident. Mais que les présidents des chaînes acceptent cette injonction du politique, c'est ça le problème. J'y arrive, c'était ma chute, mais je vais la faire en détail. C'est pas grave, parce que on a toujours tendance à oublier que Donald Trump l'a dit à Waco au Texas en 2024 quand il a lancé sa campagne. Je suis votre vengeance, répété 3 fois sur tous les tons. Et ben c'est exactement ce qu'il fait. L'un de ses premiers ennemis, c'est les médias. Et comme le dit Ruth, qu'il coupe les subventions des télés publiques, bon ça on s'en doutait, des radios, il a retiré toute la subvention. Pas beaucoup mieux quand même. Mais la différence, c'est que par 2 fois, il a porté plainte contre CBS pour une vague interview de Kamala Harris, que tout le monde était d'accord qu'il allait perdre. Mais CBS, donc en l'occurrence la Paramount, s'est couchée, a mis 16 millions de dollars sur la table pour la bibliothèque Donald Trump. J'ai hâte de voir les bouquins qu'il y aurait dedans, plus ses frais de justice, donc le procès s'est arrêté. Et qu'il y a quelques semaines, il a fait la même chose avec ABC, pareil, une plainte totalement futile, et Disney s'est couché, et lui a offert 15 millions à la bibliothèque Donald Trump. Je ris déjà, donc c'est quoi? De la vengeance, des dollars et une soif de censure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des méthodes mafieuses. La liberté d'expression va très très mal. On avait déjà vu certains grands quotidiens de la côte Est faire allégeance. Tout le monde fait allégeance. Bon. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis comme c'est jeudi. On remercie Marion Villette à la rédaction en chef et Nora Lemerdy à l'édition et en régie tous ceux qui aujourd'hui ont fabriqué cette émission. Thomas Petit-Prez à la réalisation, Benoît Gillon au son, Alexandre Chabreau à la diffusion, Benoît Lire au téléréglages, Camille Decaux à la coordination, Emmanuel Maggia au maquillage.